Donc, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter notre première conférencière. Il s'agit de Mme Geneviève Brabant. Geneviève Brabant est travailleuse sociale clinicienne, membre en règle de l'Ordre des travailleurs sociaux et techniciens en travail social de l'Ontario. Elle pratique auprès de la clientèle enfants-familles et dans le domaine de la santé mentale depuis plus de 16 ans. Elle pratique privée depuis 2010. Elle offre ses services en fonction de l'approche développementale basée sur l'attachement du Dr. Gordon Neufeld. Puis, Mme Brabant offre de la formation à une variété d'agences de santé mentale et dans le domaine de l'éducation à travers la province. Donc, ce soir, nous avons la chance de l'avoir avec nous. Accueillons chaleureusement Mme Geneviève Brabant. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait un très, très grand plaisir d'être ici avec vous ce soir et avec aussi les parents qui ont l'occasion de visionner à travers la chaîne YouTube. C'est pas la première fois que je viens présenter pour le Conseil scolaire Mon Avenir. En fait, j'ai été de passage à l'automne dernier dans le cadre d'une journée de formation pour la petite enfance, pour les éducatrices en petite enfance. Et j'ai aussi eu la chance de donner plusieurs formations, merci, en petite enfance dans la région de Toronto avec l'AFCO, donc l'Association francophone pour l'éducation des services à l'enfance. Alors, j'aime toujours venir à Toronto et avoir la possibilité de présenter en français. Pour moi, c'est vraiment un privilège d'avoir ces occasions-là. Et ce que je vais vous présenter ce soir est en fait du matériel qui généralement est offert sur une journée au complet. Alors, je vais faire mon possible pour vous apporter les messages clés de cette formation-là qui s'intitule « Comprendre les enfants en bas âge ». Alors, ce soir, on va regarder plus particulièrement l'attachement et la santé émotionnelle des jeunes enfants. C'est du matériel qui me tient à cœur, non seulement à titre de travailleuse sociale clinicienne, mais également à titre de parent. Alors, comme parent, c'est toujours très humble, c'est touchant, c'est émerveillant d'avoir la possibilité de voir nos enfants grandir et s'épanouir. Et c'est encore plus émerveillant lorsqu'on réussit à leur donner l'appui et l'encadrement dont ils ont besoin pour développer leur plein potentiel. Alors, ce soir, j'aimerais vous présenter les 3 clés pour aider l'enfant à grandir et s'épanouir. Dans un premier temps, il faut d'abord comprendre leur nature. Les jeunes enfants de 0-6 ans ont tendance à avoir une immaturité qui est tout à fait normale. En fait, ça fait partie de leur stade de développement. On peut appeler cette immaturité-là, en fait, une caractéristique d'un cerveau qui est en plein développement. Je vous invite à considérer la petite image que j'ai dans ma diapo ici. Alors, on voit une chenille qui se regarde dans un miroir. Et qu'est-ce qu'elle voit, la chenille? Elle voit un papillon. C'est une image qui est très réelle, nous peint un portrait très réel de ce que c'est d'être un enfant du préscolaire. Alors, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a souvent l'impression qu'on peut en faire beaucoup plus que ce que notre petite tête nous permet. Et très souvent, en tant qu'adulte, notre regard sur les jeunes enfants en est un aussi qui nous influence à les voir comme des petits adultes parce qu'ils sont quand même plus grands qu'un bébé ou qu'un bambin. On marche sur 2 pieds, on parle, on s'exprime, on est capable de dire non, je veux pas, ça me tente pas, j'ai pas le goût. Alors, lorsqu'on regarde le jeune enfant, on a souvent l'impression qu'on a un petit adulte devant nous.
Mais la réalité de l'enfant du préscolaire, c'est que le cerveau est encore très peu développé et ne ressemble pas du tout à celui de l'adulte. Alors, si on regarde l'enfant du préscolaire comme étant un adulte ou ayant des caractéristiques d'un adulte, eh bien, ça va faire en sorte que notre façon d'intervenir va être en fonction de cette perception-là. Et lorsqu'on comprend réellement leur nature, leur immaturité, eh bien, ça vient davantage influencer notre compréhension de qui ils sont réellement et ainsi ajuster nos interventions, nos interactions et notre façon aussi d'entrer en relation avec eux. Alors, on va parler de cette clé-là ce soir. Pardon. La deuxième clé, c'est d'offrir les conditions. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, les conditions? Ce sont les conditions gagnantes, les conditions favorables à l'intérieur desquelles le jeune enfant peut se développer. Le potentiel humain fait en sorte que tous les enfants ont la capacité de se développer pleinement. La question, ce n'est pas tellement est-ce que le potentiel est là, la question, c'est est-ce que les conditions sont en place? Est-ce que le contexte est propice? Et ce contexte-là, il s'agit du contexte de l'attachement. Nous allons voir ce soir que l'attachement pour le jeune enfant occupe et préoccupe le développement du cerveau pendant au moins les 6 à 7 premières années de la vie. Autrefois, on pensait que l'attachement aboutissait vers l'âge d'1 an, quand le bébé, le nourrisson, avait compris que son parent était une personne sécurisante et réconfortante et à qui on pouvait faire confiance. Mais on sait de nos jours, avec la neuroscience, le développement du cerveau, que l'attachement va bien au-delà du premier stade, si on veut. Et même nous, en tant qu'adultes, on demeure toujours, en quelque sorte, des créatures d'attachement. Alors, pensez à des moments dans votre vie adulte où vous avez vécu une certaine détresse, peut-être même juste une journée difficile, peut-être même la séparation ou la perte d'un être cher. Qu'est-ce qui vous remue dans une situation comme ça? Qu'est-ce qui vous motive? Généralement, c'est le besoin de proximité, le besoin de contact, le besoin de réconfort par un autre être cher. Alors, très souvent, nous-mêmes, en tant qu'adultes, nos propres comportements sont largement influencés par nos besoins de proximité. Et la troisième clé ici, c'est comment on peut accompagner et soutenir les jeunes enfants dans leur développement. Comment on peut les accompagner à grandir et s'épanouir. Et ici, on va parler du rôle des émotions. Alors, notre rôle en tant qu'adulte, avec les jeunes enfants, mais je vous dirais avec les enfants de tout âge, mais particulièrement avec les jeunes enfants, c'est d'accompagner le développement émotionnel de l'enfant. Parce que par lui-même, ça va être très difficile de soutenir cette charge-là, surtout dans un contexte où très souvent les attentes vont dépasser les capacités de l'enfant. Alors, dans un contexte comme celui-là, par exemple, comme commencer un service de garde, commencer l'école, c'est un contexte sur le plan émotionnel qui peut être très exigeant pour le jeune enfant. Alors, ils ont besoin d'être accompagnés et soutenus à ce niveau-là. Alors, regardons la première clé, comprendre leur nature ou le profil du jeune enfant. On parle du 0-6 ans, mais on va parler aussi du 2 à 6 ans parce que c'est vraiment là, à partir de l'âge de 2 ans qu'on voit vraiment ce profil-là se manifester. Alors, il y a trois aspects importants du profil du jeune enfant. Le jeune enfant a, à prime abord, une nature sans tempérance. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire, une nature sans tempérance. Alors, c'est tout simplement l'absence d'un cortex préfrontal qui est pleinement développé et capable de réfléchir et de s'autoréguler. Alors, les jeunes enfants n'ont pas encore cette capacité-là. Et ça a un impact sur leur façon de s'exprimer, sur leurs besoins, sur leur façon de socialiser, sur leur façon de nous faire savoir lorsqu'ils sont contents, lorsqu'ils sont tristes, lorsqu'ils sont frustrés, par exemple.
Le deuxième aspect ici, c'est ce qu'on appelle l'absence de considération dans les relations. Alors, les jeunes enfants ont aussi beaucoup de difficultés à prendre les autres personnes en considération. Et il y a une raison très simple pour ça. Ça fait tout simplement partie de leur développement en tant qu'être humain entre l'âge de 2 à 6 ans. Et on va comprendre pourquoi cet aspect-là du développement est si important. Alors, le cerveau a une tâche à faire à ce niveau-là, et c'est la raison pour laquelle les jeunes enfants manquent de considération envers autrui. Et la troisième, c'est la difficulté avec la séparation. Et celle-ci, elle est clé. Elle est clé lorsqu'on parle du succès du jeune enfant à intégrer un nouvel environnement, un contexte d'apprentissage, un contexte social. Parce que tous les êtres humains ont une difficulté quelconque avec la séparation. Comme être humain, on n'est pas fait pour être séparé de ceux à qui on est attaché. On a beaucoup de difficultés à tolérer la séparation. Et pour les jeunes enfants, c'est encore plus présent, cette difficulté-là. Et on va comprendre pourquoi ce soir. Alors, regardons d'abord la nature sans tempérance chez le jeune enfant. Alors, je vais faire sortir ici tous les éléments de la diapo pour qu'on puisse vous la présenter. Alors, au niveau de l'absence de tempérance, ce qu'on remarque, et évidemment, là, il faut garder en tête ici que l'enfant du préscolaire ne se présente pas toujours de cette façon-là. Hein. Il y a aussi il y a aussi un profil aussi qui est très enjoué, affectueux, aimable et agréable des enfants du préscolaire. Mais l'enfant du préscolaire est aussi un enfant qui a une pureté d'émotion et une foi naïve en la magie. Alors, lorsqu'on parle de pureté d'émotion, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'ils sont remués par une émotion, que ce soit la frustration, que ce soit la joie, que ce soit la peur, la tristesse, ces émotions-là sont encore très pures. Elles ne sont pas teintées de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont faire. Alors, l'émotion, elle est très pure. Et ceci fait en sorte qu'elle est aussi également très intense. Alors, si vous avez des jeunes enfants, vous avez sûrement une expérience très vive de l'intensité de leurs émotions. Et très souvent, ça peut nous paraître tout à fait irrationnel. Hein? Dans une journée, on a l'impression qu'ils peuvent monter, descendre de multiples fois en termes de l'intensité des émotions qui les remuent. Ils ont aussi une certitude de pensée qui ne laisse pas beaucoup de place à la nuance. Alors, s'ils sont certains que c'est possible de manger un biscuit avant le repas, ça va être très difficile de les convaincre que ce n'est pas une bonne idée, que ça va gâcher l'appétit, que ça va les empêcher de dormir plus tard, que ce n'est pas bon pour la santé. Alors, ils ont une certitude de pensée. Ils ont aussi un profil impulsif. Et la raison pour laquelle ils ont un profil impulsif, c'est que l'enfant du préscolaire peut seulement faire une pensée, une émotion, une impulsion à la fois. Alors, ça veut dire que si la pensée du moment, c'est j'ai le goût de frapper mon ami parce que je suis frustrée, bien évidemment, les chances sont qu'on va frapper, parce que l'impulsivité va beaucoup diriger le comportement du jeune enfant. Il y a aussi une vision à court terme. C'est très difficile pour le jeune enfant de faire des sacrifices. Alors, le jeune enfant qui nous demande un biscuit avant le repas pourrait nous promettre de manger tout son repas si on lui donne le biscuit, mais rendu au repas, va avoir beaucoup de difficultés à tenir cette promesse-là. Parce que c'est très difficile de faire des sacrifices à court terme. Encore une fois, parce qu'on est dans le moment présent. 30 minutes auparavant, on avait le biscuit dans la tête. 30 minutes plus tard, on n'a plus faim pour manger les protéines et les brocolis dans l'assiette.
Alors, ils sont peu fiables aussi, pas parce qu'ils ne veulent pas être fiables, mais tout simplement parce que leur comportement ne reflète pas les connaissances et les bonnes intentions qu'ils peuvent avoir. Ces intentions-là sont facilement éclipsées par l'impulsion du moment. Alors, encore une fois, vous pouvez sûrement témoigner de cette expérience-ci. Lorsqu'on dit à un jeune enfant, « Mais pourquoi tu as fait ça? Pourtant, tu le sais que ce n'est pas une bonne chose à faire. Tu le sais qu'on ne frappe pas ton petit frère. » Et l'enfant vous regarde et répond quoi? « Oui, je le sais. Hein? Mais est-ce qu'il va le refaire encore plus tard ou le lendemain? Oui, même s'il sait que ce n'est pas la bonne chose à faire. Les bonnes intentions ne se traduisent pas toujours en action. Même nous, en tant qu'adultes, ça demeure un défi. Hein? Le régime en est un exemple. On a de bonnes intentions le lundi matin, mais rendu au mercredi après-midi, oups, les intentions sont éclipsées parce qu'on est fatigué, on est stressé, on n'arrête pas de penser à la barre de chocolat ou au Dairy Queen ou peu importe ce que c'est. Alors, et ils ont évidemment aussi beaucoup de difficultés de résolution de problèmes. Et ce qu'on entend par la résolution de problèmes, ici, on ne parle pas de résolution de problèmes simples sur le plan psychomoteur ou du développement cognitif, mais plutôt la résolution de problèmes dans un contexte émotionnel et social. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les jeunes enfants ont un manque de tempérance? Pourquoi ils ont de la difficulté à ce niveau-là? C'est parce que le cortex préfrontal du cerveau n'est pas encore développé. Ce qui veut dire que le jeune enfant n'est pas encore capable de dissonance. La dissonance, c'est lorsqu'on a un conflit interne où je veux vraiment perdre du poids, mais je suis vraiment tentée par la barre de chocolat ou mon dessert préféré. C'est le printemps, là, je veux aller manger une crème glacée. Et lorsqu'on a des capacités de dissonance, on est capable d'avoir un conflit interne qui généralement nous mène à résoudre le problème auquel on est confronté. Les jeunes enfants n'ont pas cette capacité-là. Ils enregistrent seulement qu'un sentiment, une impulsion à la fois. Et les impulsions et les pensées conflictuelles sont momentanément éclipsées. Pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas encore prêt à faire appel à la dissonance. Le cerveau veut faciliter autant que possible l'accès au sentiment dominant du jeune enfant en lui retirant tout ce qui pourrait confondre ce sentiment-là. Il s'agit ici d'un préalable à un processus de développement qu'on appelle l'intégration. Et je vais y revenir plus tard à ce processus de développement-là. Alors, la solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes enfants s'ils ont absence de tempérance, s'ils ne sont pas capables d'avoir plus qu'une pensée à la fois, s'ils sont incapables de dire « Présentement, je suis frustrée et j'ai envie de frapper, mais en même temps, je ne veux pas faire de peine à maman ou papa, je ne veux pas faire de peine à mon petit frère, je ne veux pas faire de peine à mon ami ou à mon enseignante. » Alors, ce qui va arriver, c'est que vers l'âge de 5-7 ans, si l'enfant, au préalable, a pu trouver facilement son sentiment dominant, suffisamment de frustration, suffisamment de tristesse, suffisamment de déception, de peur, de joie, ce qui va arriver vers l'âge de 5-7 ans, c'est que le cortex préfrontal va s'activer et le cortex préfrontal devient un bol à mélanger. Et là, le cerveau peut mélanger frustration avec souci, avec amour, avec respect. Voyez-vous? Donc, si je suis frustrée, mais que je me soucie de l'autre personne en même temps ou que je me soucie de moi-même, qu'est-ce que je vais être en mesure de faire? Je vais être en mesure de me contrôler. Un bon exemple pour ça, puis c'est un exemple que je donne fréquemment dans les conférences, c'est lorsqu'on conduit sur l'autoroute, puis qu'on fait de l'excès de vitesse, puis qu'on se fait arrêter par la police. Quelle est l'impulsion? Qu'est-ce qui monte en nous quand on entend les sirènes? Peut-être la peur, mais la plupart d'entre nous, je dirais, c'est une expérience peut-être de frustration. Hein? Alors, on peut avoir toutes sortes de mots
de pensées, d'impulsions qui nous passent par la tête à ce moment-là. Et ça, c'est très difficile à contrôler parce que c'est instinctif, c'est impulsif. Cependant, si on a un cortex préfrontal qui fonctionne bien et qu'on a notre bol à mélanger, quand le policier va arriver près de la fenêtre et qu'on va s'apprêter à l'accueillir, est-ce que c'est la frustration qui va accueillir monsieur ou madame la policière ou est-ce que c'est la politesse et la gentillesse? Alors, vous voyez comment nos sentiments peuvent se mélanger, être mitigés pour nous permettre de nous ajuster, d'ajuster notre réponse dans une circonstance quelconque. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un processus qui débute à l'âge de 5-7 ans, mais qui se poursuit jusque dans la vingtaine. Alors, on a découvert en neurosciences que le cortex préfrontal n'a pas fini de se développer avant environ l'âge de 25 ans. Alors, ce n'est pas nécessairement la raison pour laquelle les ados restent plus longtemps à la maison de nos jours. Ça pourrait peut-être être une explication, mais bref. Mais c'est tout simplement pour dire que ce n'est pas parce que ça commence à 5-7 ans que tous les enfants de 5-7 ans ont une nature très tempérée. Et pour les enfants sensibles, ça va prendre encore plus de temps. Parce que lorsqu'il y a une sensibilité dans le cerveau, les émotions, qui sont déjà intenses pour les jeunes enfants, sont 10 fois plus intenses. Alors, ça va prendre plus de temps pour le cerveau de différencier toutes ces émotions-là pour éventuellement les mélanger. Alors, des enfants qui ont une sensibilité neurologique ou qui ont une sensibilité peut-être héréditaire, hein, des fois, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Des fois, on a un papa ou une maman ou un grand-papa, une grand-maman qui sont eux-mêmes très sensibles. Alors, à ce moment-là, ça se pourrait que ça prenne plus de temps. Et l'enfant qui ne ressent pas ces émotions ou qui ne pratique pas les sentiments mitigés ne va pas être en mesure de développer cette capacité-là pleinement. D'où l'importance d'accompagner et de soutenir les émotions des jeunes enfants. Parce que apprendre à connaître ces émotions, c'est épeurant. Et c'est la raison pour laquelle on n'a aucun souvenir de ça. En tout cas, moi, j'en ai pas. J'ai aucun souvenir de comment mes émotions sont arrivées dans ma conscience et que j'ai fait « Oh! » Regardons ça, là. J'apprends c'est quoi la frustration, j'apprends c'est quoi la tristesse, j'apprends c'est quoi la déception. On n'a pas vraiment souvenir de ça. Il y a une raison pour ça. C'est très intense. C'est épeurant quand les émotions font surface. Alors, il faut vraiment aider les jeunes enfants. Alors, c'est vraiment le cortex préfrontal ici qui est déficitaire. Pas parce qu'on a un trouble ou un diagnostic, tout simplement parce qu'il n'est pas encore mature. Et les recherches en neurosciences nous le démontrent très, très bien. Si on prenait une photo, un scan du cerveau d'un enfant de moins de 5 ans, le cortex préfrontal n'a presque pas d'activité, c'est-à-dire qu'on ne voit pas là, les petites couleurs s'animer. Beaucoup d'activité dans le système limbique, par contre, qui est le cerveau plus primitif, qui est le cerveau des émotions, ainsi que le système de l'attachement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le jeune enfant? Bien, il faut compenser pour ce qui manque en lui. On ne peut pas exiger à un jeune enfant d'avoir de la tempérance quand le cerveau n'est pas prêt à tempérer les émotions. Alors, on doit assumer la responsabilité de protéger l'enfant des situations qui sont trop difficiles pour lui et de ne pas le provoquer inutilement. Parce que si les émotions sont évoquées de façon répétitive et que ces émotions-là sont très intenses, ça peut amener ce qu'on appelle des défenses. Et pour permettre à l'enfant de fonctionner dans son milieu, le cerveau peut déployer des défenses pour ne pas ressentir ce qui est trop douloureux ou ce qui est trop intense ou ce qui est trop difficile. Et ça fait en sorte que l'enfant peut paraître très fonctionnel, très autonome, mais malheureusement, s'il n'est pas en mesure de ressentir ses émotions, comment est-ce qu'il va arriver à accueillir le policier un jour avec gentillesse et politesse? Hein? Ça va être difficile. Alors, ce qu'on doit faire, c'est d'éviter dans un premier temps les approches qui sont basées sur la substitution d'une émotion par une autre. Par exemple, avoir recours à une discipline qui est alarmante pour amener l'enfant à obtempérer. Et ça, on l'a tous fait et on le fait. C'est dans notre nature humaine, par exemple, parfois d'élever la voix.
Mais lorsqu'on élève la voix, ça déclenche une émotion d'alarme dans le cerveau de l'enfant. Et si cette émotion-là, elle est déclenchée de façon récurrente et régulière, il se pourrait très bien qu'à un certain point, le cerveau fasse « Non, on ne ressent plus cette alarme-là parce que c'est trop intense, c'est trop difficile. » Et là, il y a une coupure. Et lorsqu'on tente d'utiliser justement une méthode peut-être alarmante pour amener l'enfant à nous écouter, bien, ça ne fonctionne plus. Et très souvent, les enfants, on va le voir, ça, quand les enfants vont nous dire que « Bon, tu peux crier ou tu peux me mettre dans ma chambre, ça ne me dérange pas. Hein? I don't care. Fais-le si tu veux. » Alors ça, c'est un signe qu'on ne ressent plus ce qui devrait être ressenti dans le cerveau. Alors, ce qu'on veut faire à la place, si on veut aider les jeunes enfants à trouver tous leurs sentiments et leurs impulsions afin que le cerveau ait le matériau brut pour travailler plus tard, lorsque le cortex préfrontal va être prêt. Et on va parler un petit peu plus tard de comment on peut faire ce travail-là avec les émotions. Et on veut aussi éviter les approches de type « arrête ça ». Arrête de faire ça, fais pas ça, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que ces approches-là vont tout simplement aller contrarier le sentiment qui cherche à être exprimé. Et il se pourrait fort bien que ça fonctionne. Il se pourrait fort bien que l'enfant arrête, que l'enfant se tait, que l'enfant ne dérange plus. Mais l'émotion, elle est allée où? Et là, ce qui va arriver, c'est qu'un peu plus tard dans la journée, quand l'enfant va se retrouver à la maison ou avec son petit frère, sa petite sœur, qu'est-ce qui va arriver? L'émotion va sortir. Elle va être déplacée. Et là, on va se dire, mais pourquoi? Il n'y a pas de déclencheur. Le petit frère ou la petite sœur n'a rien fait, peut-être à part d'exister. On se pose la question, pourquoi? On se pose la question, d'où ça sort? Bien, ça sort du fait que plus tôt, l'enfant a dû taire, a dû mettre un bouchon sur une émotion qui cherchait à être exprimée. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire à la place? On va vouloir trouver des moyens acceptables d'aider l'enfant à exprimer ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'on leur permet de frapper, puis de mordre, puis de blesser autrui, mais on va reconnaître que ces comportements-là, c'est une expression, ou du moins une tentative d'exprimer quelque chose, et on va leur donner les moyens de le faire de façon acceptable et sécuritaire. L'absence de considération. Regardons le profil du préscolaire qui a une absence de considération. Alors, les jeunes enfants ont une intégrité qui ne s'embarrasse pas très bien de diplomatie et une clarté très, très concrète, je devrais dire, quant à leur propre point de vue. Et ils sont très déterminés. Alors, le point de vue d'autrui est souvent inutile pour eux. Ils ont une pureté d'action aussi et un innocent égocentrisme. Le préscolaire, c'est encore une phase de développement où on est très centré sur soi. Il y a une raison pour ça et cette raison-là, elle est importante dans le développement de l'enfant. Et il y a aussi une compréhension de l'injustice qui est partiale par nature. Alors, lorsque l'enfant du préscolaire nous dit « c'est pas juste »,« c'est pas fair », qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire, c'est pas juste pour moi. Moi, j'ai pas eu ce que je voulais, ou ce que j'espérais, ou la chose sur laquelle je comptais. Et ça, c'est tout à fait normal. Ils ne sont pas encore capables de comprendre le concept de justice pour tous. On n'est pas rendu là encore. Si je peux vous donner un exemple d'un comportement où il y aurait absence de considération, c'est lorsque l'enfant... connaissez-vous l'expression « la vérité sort toujours de la bouche d'un enfant » ? Oui. Alors, je ne sais pas, moi, vous vous promenez au centre-ville et puis votre enfant remarque, je ne sais pas, moi, peut-être une personne qui est plus corpulente, qui souffre d'obésité, et qu'est-ce que l'enfant va vous dire? « Regarde, maman, la grosse madame. » Et nous, on va faire « Oh! » Nous, on est embarrassés, nous, on est gênés. Parce que notre cortex préfrontal nous dit « Oh, oh! » C'est pas beau dire ça. Mais le jeune enfant, lui, ne pense pas à ça. Il dit ce qu'il voit,
il dit ce qu'il pense. C'est très clair pour lui que c'est ça qui est ça. Donc, ça, c'est un exemple de manque de considération. Pourquoi est-ce que le jeune enfant manque de considération? Il y a une raison pour ça. Le cerveau a ses raisons ici. Le jeune enfant ne peut pas être avec autrui sans qu'il y ait perte d'individuation chez un ou chez l'autre. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le jeune enfant est en plein développement de son soi, du moi, de sa propre personne. Et si le jeune enfant commençait à prendre les autres en considération, il ne pourrait pas développer son soi, son moi. Alors, il y aurait perte d'individuation de son côté. Et quand il pense à l'autre, bien là, il ne pense plus à lui. Donc, encore une fois, ça a un impact sur le développement du soi. Ça a un impact sur le développement de l'identité. Donc, quand il pense à lui, bien là, il n'est pas en mesure de considérer les autres non plus parce qu'il peut juste faire une chose à la fois. Le cerveau est ainsi chez les enfants du préscolaire parce qu'il cherche à protéger l'enfant de toutes les considérations sociales. Hein? Vous savez, nos belles attentes dans la société, qu'il faut être poli, qu'il faut partager, qu'il faut attendre son tour, qu'il faut dire s'il vous plaît, il faut dire merci. Le cerveau cherche à protéger l'enfant de ces considérations-là pour éviter de venir ébranler et écraser ce qu'on appelle l'émergence. Et l'émergence, c'est le processus de développement où on devient notre propre personne. Il faut découvrir qui on est avant de pouvoir considérer les autres. Donc, c'est la raison pour laquelle le jeune enfant peut faire preuve d'un manque de considération pour les autres. Donc, quand on lui dit « pense à ton ami, pense à la peine que ça fait à l'autre quand tu fais ci ou tu fais ça », c'est très difficile pour le jeune enfant d'y penser réellement. Ça ne fait pas partie du répertoire du développement de son cerveau encore. Il ne peut y avoir de communauté réelle que si les individus deviennent d'abord des personnes à part entière. Et ça, on le voit très, très bien avec les adolescents. Si les adolescents s'attachent davantage à leur père, P-A-I-R-S, avant d'être devenus leur propre personne, qu'est-ce qui arrive? C'est ça. C'est ça. Ils sont largement influencés les uns les autres. On appelait ça autrefois la peer pressure, la pression par les pairs, mais il n'y a pas de réelle pression pour un ado si cet ado-là a réussi à devenir sa propre personne d'abord. Il peut avoir une certaine influence, là, évidemment, mais si on est sa propre personne, on a nos propres valeurs, nos propres croyances, il va y avoir beaucoup moins de pression que si on n'a pas réussi à se développer en tant que soi-même et que là, on est porté à être hautement influencé par ceux à qui on ressemble le plus, nos pères. Est-ce que ça fait du sens, ça, pour vous? Je vois beaucoup de têtes, de hochements de tête, ça, c'est toujours bon signe. Alors, la solution, ici, devenir sa propre personne d'abord. Développer sa capacité à avoir des sentiments mitigés entre l'âge de 5-7 ans. On a parlé qu'il y a déjà un début de sentiments mitigés à cet âge-là. Parce que l'intégration personnelle, c'est le préalable développemental à l'intégration sociale. Avant de pouvoir socialiser réellement, être en société, être sociable, il faut d'abord être soi-même. Il faut d'abord avoir développé notre intégration personnelle. Ce qui veut dire que l'enfant est généralement inapte aux situations sociales jusqu'au passage de l'âge de 5-7 ans. Là, vous allez me dire, OK, bien, qu'est-ce qu'on fait d'abord avec nos tout-petits? Ils ne devraient pas aller à la garderie, ils ne devraient pas aller à l'école. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. On dit que quand on les place dans une situation sociale qui dépasse leur capacité développementale, qui doit prendre la responsabilité? Les adultes responsables. Hein? Ça va être à nous de trouver des façons de compenser pour cette immaturité-là par des structures, des routines, des rituels et principalement par l'attachement. Il va falloir trouver des façons d'inviter les enfants pour lesquels on est responsable à s'attacher à nous en tant qu'adultes qui avons la responsabilité de les guider, de les élever, de les éduquer, de les influencer. Alors, ça va être à nous de faire ce travail-là. Alors, ce que le jeune enfant attend de nous ici, c'est de compenser ce qui manque en lui
et de ne pas le placer devant des situations qui dépassent son développement sans qu'il y ait un contexte d'attachement. S'il y a un contexte relationnel, l'enfant va être capable de bien fonctionner dans cet environnement-là. Mais si on le place dans un environnement social avec des pairs, P-A-I-R-S, et qu'il y a absence d'un contexte relationnel pour le soutenir, pour le guider, qu'est-ce qui va arriver? À qui est-ce que le jeune enfant va s'attacher? À ses pairs, P-A-I-R-S. Et là, ça va devenir très difficile pour nous, en tant qu'adultes, de les guider, de les diriger. Oui, ça va être difficile. Alors, on peut aussi scénariser le comportement approprié plutôt que de s'attendre à une sensibilité sociale de leur part. Alors, encore une fois, quand on a un contexte d'attachement, on peut scénariser des comportements que nous, on juge plus appropriés. On peut leur donner un script, un peu comme un scénario de théâtre, un peu comme quand on leur dit de jouer le rôle d'un personnage. On peut leur donner un certain mode d'emploi de comment se comporter dans telle ou telle situation. On peut le faire à la maison également, lorsqu'on veut peut-être essayer de scénariser un comportement plus acceptable envers la fratrie, par exemple. On peut faire appel à leurs bonnes intentions. On peut leur demander de nous aider avec certaines choses. On peut également scénariser des comportements dans des situations sociales qui sont peut-être plus difficiles à contrôler. Qui ici prend plaisir à aller dans un magasin à rayons, à grande surface, avec un enfant de 3 ans ou 4 ans? Oui, tu prends plaisir? Mais je suis contente pour toi. Moi, il y a eu une période où, pour compenser, j'évitais ça à tout prix parce que c'était désastreux. Mais l'idée ici, c'est que si j'ai un contexte relationnel avec mon enfant et que je vais chercher, éveiller ses instincts d'attachement avant d'entrer dans le magasin à grande surface, et que là, je lui scénarise comment ça va se passer. On va aller chercher le pain, le lait, et ensuite, on va aller regarder les jouets dans la section de jouets. J'ai plus de chances que le jeune enfant suive mon scénario. Mais si c'est un adulte à qui l'enfant n'est pas attaché, qui arrive et qui commence à scénariser le comportement, est-ce que vous pensez que cet enfant-là va avoir le désir ou l'envie de suivre l'adulte? Non, probablement pas. Et il y a une raison pour ça. L'attachement sert à nous protéger et à nous permettre de survivre. C'est un instinct de survie. On n'est pas fait comme être humain, les enfants encore moins d'ailleurs, on n'est pas fait pour écouter ceux à qui on n'est pas attaché. Parce que ça serait la définition de partir avec un étranger. Et si bébé singe dans la jungle décide de suivre le lion qui l'invite à aller jouer un peu plus loin, il ne reviendra pas. Alors, les enfants ne sont pas faits pour suivre, écouter, être dirigés par ceux à qui ils ne sont pas attachés. Alors, pensez aux implications ici. Si je suis un parent qui veut préparer mon enfant à l'entrée à l'école, qu'est-ce que je vais vouloir avoir en tête? Je vais vouloir trouver des façons d'introduire la personne qui va s'occuper de mon enfant, et de faciliter l'introduction et de parler de cette personne-là comme si c'était la meilleure personne possible pour s'occuper de toi quand maman n'est pas là, la personne avec qui on a des choses en commun, la personne qui a des préférences avec l'enfant. Et on va vouloir s'assurer de créer un village d'attachement pour que notre enfant puisse s'en remettre à d'autres personnes également. Alors, on va lui laisser la place pour devenir sa propre personne, pour préserver son intégrité aussi, et on va vouloir travailler le village d'attachement. On va y revenir à ça plus tard. La difficulté avec la séparation. Comme je vous expliquais au début, les jeunes enfants ont une faim de contact et de connexion qui prime sur tout autre besoin. On parle même ici des besoins physiologiques de base. Encore une fois, vous allez sûrement vous retrouver dans cet exemple-ci. Alors, l'enfant qui cherche, qui est en, quête, si on veut, qui est à la recherche de proximité,
à la période de la journée où il y a une séparation inévitable. C'est quelle période de la journée, ça, où il y a une séparation inévitable? Le dodo. Ça, c'est la plus grosse. Hein? Bien, il y a peut-être aussi le départ pour l'école ou la garderie. Alors, au dodo, on sait que la séparation s'en vient. Et le jeune enfant est vraiment pas bien équipé pour faire face à cette séparation-là parce que le cerveau n'est pas encore pleinement développé. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand va venir le temps du dodo? Est-ce que notre enfant va nous dire, « Tu sais, maman, papa, grand-maman, grand-papa, peu importe, quand je vais me coucher et que la lumière est fermée, il fait noir, je suis tout seul, je ne te vois plus. Et là, je me mets à penser, est-ce que tu vas être encore là demain matin quand je me lève? Mon petit cœur est brisé, je ne suis pas capable de le supporter. » J'ai élevé 3 enfants, j'en ai pas un qui m'a dit ça. Mais j'ai eu beaucoup de « je suis pas capable de dormir, j'ai encore envie de pipi, je veux un autre verre d'eau, il y a des monstres en dessous de mon lit. » Ça, c'est une expression qu'on a une faim de contact et de connexion, mais qu'on n'est pas capable de l'exprimer dans les mots qui nous permettraient de faire du sens de ce comportement-là. Parce que ce n'est pas réfléchi, c'est instinctif. Ils sont préoccupés avec la similitude aussi. Ils s'attachent à nous en étant comme nous. Alors, ils vont vouloir imiter, émuler, faire comme nous, parler comme nous. C'est également aussi à cet âge-là que les jeunes enfants vont faire ce qu'on appelle l'acquisition du langage. Et si votre enfant a été attaché à une figure de soin à cette période-là de son développement qui parlait une langue différente de la vôtre, les chansons qui ont commencé à s'exprimer dans cette langue-là aussi. Moi, mon plus jeune a dû, par la force des choses, être intégré dans un service de garde qui était principalement anglophone. Avant d'être intégré dans ce service de garde-là, il était à la maison avec sa sœur qui avait fréquenté un service de garde en milieu familial, principalement anglophone. Elle s'exprimait principalement en anglais à la maison. Quand mon garçon a commencé à parler, malgré le fait que moi et son père, on est franco-ontariens et on parle le français, dans quelle langue pensez-vous qu'il a commencé à parler? En anglais? Oui. Parce qu'il était avec sa sœur à tous les jours, puis très attaché à sa grande sœur. Il adore sa grande sœur. Alors, il a commencé à parler dans la même langue qu'elle s'exprimait. Alors, on a une préoccupation constante envers la similitude et on a une peur bleue de la séparation. Le coucher, le noir, se perdre. Les jeunes enfants ont une peur de se perdre. Être oubliés, être enlevés, être laissés derrière. Ça peut être très accablant parfois et ça peut beaucoup influencer leur comportement. Ils ont une capacité d'être piqués au vif aussi. Moi, ça, je l'ai vécu beaucoup avec ma fille qui a maintenant 6 ans. Elle est encore comme ça, elle est très sensible. Si je faisais juste être plus ferme, un petit peu plus comme ça, en tant que parent, ou la regarder d'une certaine façon, elle était hautement blessée. Parce que pour les jeunes enfants, quand nos émotions sont transposées à leur niveau, ce qu'ils retiennent, c'est pas que maman vit une émotion, ça lui appartient, hein? Non. Ce qu'ils retiennent, c'est maman est fâchée, donc peut-être que maman m'aime plus. Puis ça, c'est pas parce qu'on les aime plus. On les aime énormément. Mais encore une fois, c'est cette peur-là, la peur de la séparation. Ils aiment jouer à cache-cache, mais tolèrent pas bien si on les trouve pas. Mon plus jeune, on l'a laissé une fois dans le garde-robe parce que le téléphone a sonné. Oh là là, c'était pas une bonne idée. Parce qu'encore une fois, c'est une séparation. Il y a un besoin d'être ensemble qui éclipse tout le reste. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il manque pour le jeune enfant? Les jeunes enfants sont incapables de gérer la séparation parce que leur capacité relationnelle n'est pas encore suffisamment développée. Comme je vous expliquais un peu plus tôt, ça prend environ 6-7 ans au cerveau pour comprendre qu'on peut être un être séparé et un être attaché en même temps
et être capable de fonctionner à l'extérieur de nos attachements pour un certain temps. Mais même nous, en tant qu'adultes, on n'est pas très bon à fonctionner à l'extérieur de nos attachements pendant très, très longtemps. Quand je donne des présentations, des conférences pendant plusieurs jours, quand je dois quitter, je ne suis pas capable de partir en me disant « Moi, je ne pense plus à ma famille pendant 4 jours. » Je pense à eux constamment. Je me pose tout le temps la question « À quel moment est-ce que je vais être capable de les texter, de les appeler, de faire un Skype, un FaceTime? » On est tous préoccupés par la connexion. Mais pour les jeunes enfants, c'est encore plus difficile parce que les jeunes enfants n'ont pas encore compris que même si je ne suis pas avec maman ou avec papa ou avec ma personne qui est responsable de moi, même si je ne suis pas avec cette personne-là physiquement, c'est quand même ma maman, mon papa, je vais les revoir bientôt. Ça ne va pas changer la relation qu'on a, ça ne va pas changer mon sentiment de sécurité à l'intérieur. Ils sont incapables de comprendre ça. Alors, quand la séparation est trop difficile à supporter, et ça on peut le voir quand même de façon assez fréquente chez les jeunes enfants, ça peut évoquer en eux des émotions très puissantes d'alarme. C'est très alarmant quand on est séparé de nos figures d'attachement. C'est très frustrant aussi. S'il y a une chose qui nous frustre le plus en tant qu'être humain, c'est lorsque nos relations ne fonctionnent pas bien. Hein? Quand on a une relation qui est dysfonctionnelle, mais qu'on aime cette personne-là, c'est un être cher, c'est frustrant. Hein? C'est frustrant, ça nous habite. Et il y a aussi les émotions de recherche, de quête. En anglais, on dit seeking. Hein? On est en poursuite, en quête, en recherche de quelqu'un. Et ces émotions-là peuvent se produire en boucle et ça peut résulter en un comportement trouble. Ça ne veut pas dire un trouble de comportement. Un comportement trouble, c'est tout simplement un comportement qui est dérangeant, okay? Qui est difficile à ce moment-là, mais ce n'est pas un trouble, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas un problème de santé mentale. Je vous donne un exemple parfait de ceci. Je vais au magasin à grand rayon avec ma fille, qui avait peut-être 3 ans, disons, à l'époque, et puis je la perds dans le magasin. Je me tourne, Emma n'est plus là. Alors, la première émotion qui monte en moi, c'est la recherche. Je dois être focus, puis je dois être capable de scanner les rayons, essayer de la trouver ou demander aux gens autour de moi, est-ce que vous avez vu une petite fille qui est haute comme ça, qui a les cheveux blonds, les yeux bleus? Elle ne me ressemble pas en passant, elle ressemble à son père. Et qui porte un manteau rouge. Et là, je vais être en mode recherche. Quand elle va s'apercevoir que maman n'est plus à côté d'elle, elle aussi, elle devrait être en mode recherche. Et là, je vais la voir dans l'allée des jouets. Elle va me voir aussi. Et là, c'est comme au cinéma. Hein? Là, on s'imagine dans notre tête là, qu'on est au ralenti, hein? Qu'on se met à courir, on tend les bras. Puis que quand on va la ramasser, là, on va lui faire le plus gros câlin là, qu'on lui a jamais fait parce qu'on ne veut plus jamais la perdre de vue. Mais une fois que la proximité est rétablie, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Fais-moi plus jamais ça. Là, on est passé de la recherche à la frustration. Quand on va revenir à la maison, elle va jouer avec son petit frère d'1 an, puis elle va le mordre. Son petit frère ne lui a rien fait. Il ne parle même pas. Mais là, c'est sa frustration à elle qui sort. Et quand va venir l'heure du dodo, ça va me prendre 2 heures la mettre au lit. Parce qu'elle va avoir plein de pipi, elle va avoir soif, il y a des monstres en dessous du lit, elle n'est pas capable de dormir, il fait pas assez noir encore, et ainsi de suite. Ça, c'est l'alarme. Est-ce que vous voyez les 3 émotions? Et moi, je vais être alarmée aussi. Parce que je vais me dire, est-ce que je peux la ramener dans un magasin comme ça? Je vais peut-être avoir peur d'y retourner et ainsi de suite. Donc, ce sont des émotions très, très, très puissantes qui sont tout à fait normales. Ces émotions-là doivent exister. Elles doivent nous remuer. Elles doivent être exprimées parce que c'est comme ça qu'on survit. Imaginez si on n'avait plus d'alarme quand on était devant une situation dangereuse, qu'est-ce qui pourrait nous arriver?
Alors, ces émotions-là sont très, très, très importantes. Elles ont un travail à faire. Mais pour le jeune enfant qui est hautement remué par ces émotions-là, ça peut aussi engendrer des comportements difficiles, évidemment, parce que ça ne sera pas nécessairement exprimé de la bonne façon. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle du réattachement défensif. Alors là, elle peut être accrochée pendant longtemps à sa doudou à cause de cet incident-là. Elle va se réattacher de façon défensive à quelque chose pour essayer de se sécuriser. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est tout à fait normal. Elle peut avoir peur de dépendre, par contre, si elle vit cette expérience-là trop de fois. Elle peut commencer à avoir peut-être peur de dépendre des adultes. Ou elle peut devenir peut-être elle-même plus autoritaire, exigeante et tranchante. Elle peut vouloir contrôler les situations puis ses relations. Ça aussi, on le voit beaucoup chez les jeunes enfants qui ont beaucoup de difficultés avec la séparation. Ils ne sont pas nécessairement toujours craintifs et appréhensifs. Parfois, ils peuvent être très dominants et contrôlants. Je vois des sourires. C'est normal à cet âge-là. C'est ça qu'il faut retenir, c'est normal. Il y a aussi le détachement défensif. C'est une résistance au rapprochement pour s'éviter la douleur de la séparation. Et ça aussi, c'est normal. On le fait tout en tant qu'être humain. On est tous portés à se détacher de manière défensive lorsque nos émotions sont blessées par une personne qu'on aime. Pensez peut-être dans vos relations intimes. Je peux peut-être vous donner un exemple. Quand mon conjoint dit quelque chose qui me blesse, c'est très rare que, parce que je l'aime beaucoup, je suis très attachée à lui, c'est très rare que je vais dire « Ah, c'est correct, chérie, je comprends que c'est pas ça que tu voulais dire. » La plupart du temps, je vais juste rien dire, mais je vais être détachée, je vais être froide, je vais être distante, puis là, il va me dire « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? » « Non, ça va. » Ça vous dit quelque chose, ça? Ça, c'est du détachement défensif. Comme être humain, on a la capacité de se détacher quand ça fait trop mal. Les enfants aussi. L'idée, c'est que pour les jeunes enfants, il faut tenter le plus que possible de réduire leurs expériences de séparation pour que ces trois émotions-là ne deviennent pas insupportables. Parce que si ça devient insupportable, qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va tout simplement ne plus aller là, ça ne sera plus ressenti. Et si on ne ressent plus la frustration, l'alarme et la recherche, c'est très difficile d'aller vers les adultes responsables pour obtenir des réponses à nos besoins fondamentaux. Alors, juste pour vous donner un exemple un petit peu de comment le cerveau gère la frustration. Et les jeunes enfants du présco, surtout les garçons, vers l'âge de 3-4 ans, sont très, très, très portés vers l'agressivité. Il y a une raison pour ça. Ça ne veut pas dire que les filles ne le sont pas, mais très souvent, les filles, ça va peut-être se manifester de façon un petit peu plus subtile. Hein? C'est un petit peu plus par en dessous, mais les garçons, ça va être très direct. La raison pour laquelle les garçons sont plus portés à l'agressivité, c'est que la façon dont le cerveau est conçu, il y a une différence entre le cerveau masculin et féminin. Et chez les garçons, le cerveau est plus sensible et moins tolérant de tout ce qui est vulnérable. Alors, tu sais, quand on dit « Ah, ben tu sais, les garçons, ça pleure pas, c'est tough », c'est pas nécessairement qu'ils sont tough ou qu'ils veulent pas pleurer, c'est que le cerveau est pas bien équipé pour gérer tout ce qui est vulnérable. Alors, ils ont tendance à se défendre beaucoup plus facilement que les filles. Et lorsqu'on se défend, bien, la frustration, elle sort sous forme d'attaque. Elle ne sort pas sous forme de mots ou sous forme d'exercice ou d'autres choses. Ça sort généralement sous forme d'attaque. Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait normal là-dedans. Mais il faut comprendre comment le cerveau opère au niveau de la frustration. Alors, disons que l'enfant vit une frustration. Et généralement, là, c'est quelque chose qui est peut-être lié à l'attachement. Donc, il y a une séparation où on a dit non à quelque chose, où on a mis une limite. Donc, l'enfant vit une frustration. La première chose que le cerveau va vouloir essayer de faire, c'est effectuer un changement. Alors, si je reviens à mon histoire du jeune enfant qui, disons que c'est mon enfant, puis il me demande le biscuit là, avant de souper. Puis moi, je lui dis non.
Puis là, je sais que on a un profil sans tempérance, absence de considération, donc ça ne me donne rien d'argumenter avec lui ou de lui expliquer pourquoi je dis non. Alors, je fais juste maintenir mon non. C'est frustrant. Maman, la personne que j'aime, me dit non à mon plus grand désir en ce moment, ou dans le moment présent, qui est de manger un biscuit. C'est très frustrant, ça, pour un enfant du présco. Alors, il y a une frustration qui s'installe dans le cerveau. Et là, la première porte de sortie, c'est effectuer un changement. Alors, qu'est-ce que mon enfant va faire pour essayer de me faire changer d'idée? Il va faire une crise, probablement, ou il va négocier, ou il va me faire une promesse qu'il va manger tout son souper si je lui donne son biscuit. Mais moi, je lui dis, « Désolé, mon trésor, mais maman dit non. Pas de biscuit avant de souper. » Alors, la porte au changement se ferme. La prochaine porte de sortie, c'est l'adaptation. L'adaptation, c'est lorsqu'on est confronté à une impasse et qu'au niveau du système limbique et des émotions dans le cerveau, on réalise qu'on fait face à une situation qu'on ne peut pas changer et tout ce qui nous reste à faire, c'est pleurer. Pas nécessairement pleurer à chaudes larmes, mais ressentir la tristesse ou la déception. C'est décevant se faire dire non, tu ne peux pas avoir un biscuit avant de souper. Mais pour les jeunes enfants, c'est très difficile de ressentir cette tristesse ou cette déception-là parce que c'est vulnérable. Le cerveau n'est pas encore très mature, alors ils vont avoir besoin d'aide. Maman va devoir être un agent d'impasse. Je vais devoir lui présenter la limite puis la maintenir. Et quand je vais voir la frustration se transformer en un peu de tristesse ou de déception, là, je vais vouloir devenir un ange de réconfort, puis lui dire, c'est correct d'être triste, mon chou, c'est correct d'être déçu. Je comprends que tu n'aimes pas ça quand maman te dit non, puis je vais le réconforter. Je ne vais pas lui donner son biscuit, mais je vais le réconforter parce qu'il est déçu, il est triste. Mais si c'est trop vulnérable, si le cerveau n'est pas capable de ressentir la tristesse ou la déception parce que peut-être que maman ne l'invite pas, peut-être que moi, je n'aime pas ça, les larmes. Ou peut-être qu'on n'a juste pas le contexte dans lequel les larmes peuvent être manifestées. Si l'enfant ne se sent pas en sécurité, s'il n'y a pas un adulte responsable autour en qui il a confiance, les larmes ne vont pas sortir. Bébé singe ne se mettra pas à pleurer quand il va voir le lion approcher. Il va se mettre à courir ou à grimper très haut dans l'arbre. Alors, les larmes ne vont pas se manifester s'il n'y a pas vraiment une sécurité qui est présente. Alors, c'est quoi ma prochaine option? C'est l'attaque. La frustration va sortir en attaque. Exactement. Et si on regarde ce que c'est l'agressivité, là, l'agressivité, tout ce que c'est une éruption d'énergie d'attaque. Alors, tout ce que vous voyez ici, là, ce sont des exemples d'agressivité. Ce sont des exemples de frustration qui n'ont pas pu sortir par la porte de changement, ni par la porte des larmes, l'adaptation. Donc, ça sort en éruption d'énergie d'attaque. Alors, vous reconnaissez sans doute certains de ces comportements-là comme des comportements assez typiques qu'on voit chez les jeunes enfants. Maintenant, ça ne veut pas dire que les jeunes enfants, s'ils sont portés à l'agressivité ou à l'attaque, qu'ils vont devenir violents. La violence puis l'agressivité, ce n'est pas du tout la même chose. La violence, il y a une intention derrière le geste. Lorsqu'on est porté à faire un geste de violence, c'est parce qu'on a planifié, on a pensé, on veut se venger, on veut rendre l'appareil. C'est intentionnel. L'agressivité, c'est un instinct. Ça sort parce qu'il faut que la frustration sorte en quelque part. Le problème avec ça, c'est que dans notre société, on n'aime pas ça, l'agressivité. Alors, on essaie de la contenir, on essaie de la contrôler. Puis l'idée avec un enfant qui a de la difficulté au niveau de l'agressivité, c'est pas de le contrôler ou de la contenir, c'est de lui donner des façons de l'exprimer qui sont acceptables. C'est de lui donner des moyens de faire sortir la frustration pour qu'il ne soit pas toujours en mode trop plein de frustration, puis que ça soit déplacé à gauche, à droite, à la maison, à l'école, à la garderie. Alors, il faut trouver des façons. Mais le cerveau a une solution également.
quand le cortex préfrontal va s'activer entre l'âge de 5-7 ans, c'est là où l'enfant va être capable, s'il a suffisamment ressenti toutes ses émotions au préalable, incluant la frustration, c'est là où le cerveau va être capable de faire « Ouh, je suis frustré en ce moment, j'ai le goût de frapper, mais attendons une minute. On a-tu perdu quelque chose? On a perdu l'écran? OK. Parfait. Où j'en étais? Ah oui, c'est là où le cerveau va dire « Oh, je suis vraiment frustré, mais en même temps, je me soucie peut-être de moi-même ou des autres, ou je ne veux pas être dans le trouble, ou ainsi de suite. » Et c'est là où on va être capable de ne pas attaquer. C'est là où on va être capable de se contrôler. On appelle ça l'autorégulation. Mais ça ne règle pas le problème de la frustration pour autant. Ça veut dire que ma frustration, elle va continuer à faire un autre tour dans mon carrefour giratoire ici, jusqu'à ce que je sois capable de m'adapter à cette chose-là auquel je ne peux pas changer. Alors, voici des exemples de lorsqu'on a des sentiments mitigés, ce que ça peut avoir de l'air. Alors, je peux être frustrée, mais alarmée en même temps. Hein? Ça, c'est quand le policier m'arrête. Je suis frustrée, mais je suis alarmée, donc je ne vais pas passer à l'acte avec ma frustration. Je peux être enclin à attaquer, j'ai le goût de mordre mon petit frère, mais je l'aime aussi, mon petit frère, même s'il est tannant, puis j'aimerais ça le retourner d'où il vient. On peut être mené par nos impulsions. J'ai vraiment le goût de la barre de chocolat en ce moment, mais je suis préoccupée des conséquences si je fais du diabète ou mon médecin m'a dit, là, il faut que tu perdes du poids. Je peux avoir des envies violentes des fois de vouloir peut-être dire ma façon de penser ou rentrer dans le monde, mais c'est aussi mitigé par des intentions non violentes parce que je suis une personne qui est relativement... tu sais, j'ai des bonnes intentions, puis je suis quelqu'un qui croit en des bonnes valeurs. Je peux avoir des impulsions de vouloir blesser ou de me blesser quand je suis frustrée. Mais je peux aussi avoir le désir de ne pas me blesser ou de blesser autrui. Alors ça, ce sont juste des exemples ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aider le jeune enfant à gérer l'agressivité? On en a déjà parlé. Alors, ce qu'on veut faire, c'est aller à la racine du problème. Au lieu d'essayer d'agir juste sur le comportement d'agressivité, on va essayer de plutôt aller réduire qu'est-ce qui est frustrant. Là où on peut réduire la frustration, on devrait la réduire. On peut, autrement, juste aider à produire un changement. Donc, par exemple, si moi, je le sais qu'aller au magasin à rayon ou au magasin à jouets avec mon enfant de 3 ans va juste créer plus de frustration que ce qu'il est capable de tolérer, peut-être que je vais vouloir essayer de m'organiser pour ne pas l'amener pour un certain temps. Ça, c'est une façon de le voir. Si c'est un enfant qui est à l'école ou à la maison, qui apprend à faire certaines tâches, lasser ses souliers ou découper, si ça le frustre énormément, mais c'est correct de dire on va prendre une pause, viens, on va aller faire autre chose. On peut effectuer un changement pour essayer de réduire la frustration. Puis, on va vouloir aller puiser dans les éléments de tempérance. Donc, avec un enfant de 4 ans, on peut commencer à dire à cet enfant-là, je vois que tu es frustré, mais peut-être tu es un petit peu déçu aussi en même temps. Il ne sera pas encore capable de le mélanger, mais si on peut commencer à lui présenter ses émotions opposées, ça va faciliter la tâche plus tard pour le cerveau quand le cortex préfrontal va s'activer. Puis, on veut l'aider à trouver ses larmes. Le jeune enfant a besoin de trouver ses larmes de tristesse et de déception. Il faut l'aider à faire le passage entre « je suis très frustré » à « je suis triste ou déçu ». On appelle ça des sentiments de futilité. Futilité dans son sens original ici, le sens grec qui veut dire impasse, frapper un mur, un point de non-retour. Alors, lorsque l'enfant fait face à des limites, il faut l'aider à trouver ses larmes. Il faut l'inviter à passer de la frustration à la tristesse ou la déception. Comment est-ce qu'on fait ça? Il n'y a pas de recette magique, mais généralement, ça passe par les crises. Il faut que l'enfant fasse un bon nombre de crises pour être capable de trouver ses larmes. C'est sûr qu'en milieu scolaire, on ne va pas commencer à inviter tous les enfants à se garrocher par terre puis à faire le bacon dans la salle de classe. Mais il y a d'autres moyens où on peut peut-être faciliter les éruptions, où on peut inviter la frustration.
et essayer de réduire l'impact sur les autres également. Quelques petits conseils ici pour protéger la relation contre l'agressivité. Il ne faut pas le prendre personnel. Ce n'est pas personnel, c'est une impulsion, c'est un instinct. Je ne connais pas aucun enfant qui se lève le matin avec un plan de quel bouton ils vont pousser chez maman, chez papa, chez la gardienne, chez l'enseignante, chez l'éducatrice, qui ils vont faire sauter dans la journée, qui ils vont déranger le plus, qui ils vont frapper, qui ils vont mordre. J'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. Puis je vous dirais, même avec des enfants d'âge scolaire, c'est très, très rare qu'ils ont une intention de blesser ou d'attaquer ou de faire du mal. C'est très souvent, quand ça arrive, c'est parce qu'ils sont dans une situation qui leur cause beaucoup de frustration. Et cette frustration-là, elle est difficile à tolérer et encore plus difficile à gérer. Pensez-y. Pensez à une situation où vous avez été hautement frustré. Okay? Quelque chose de vraiment, là, c'est venu vous chercher. Si quelqu'un vous avait dit « Relax, calme-toi alors », est-ce que ça l'aiderait à votre frustration, ça? Moi, personnellement, là, je pense que ça montrait ma frustration d'un cran ou deux. Mais si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Ouf, je vois que ça ne marche pas pour toi en ce moment-là. » C'est vraiment frustrant, des situations comme ça. Hein? Je peux-tu t'aider? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Parce que peut-être qu'on peut faire les choses différemment puis ça va mieux aller. Là, ça passe-tu mieux? Je pense que oui. En tout cas, moi, personnellement, ça passerait mieux pour moi si on m'abordait comme ça que de me dire « calme-toi » ou tu n'as pas de raison de t'énerver ou tu t'emportes pour rien. Le cerveau a ses raisons d'être frustré. Donc, on ne veut pas s'attarder nécessairement au comportement, on veut s'attarder plutôt à aider l'enfant à reconnaître sa frustration. Et deux autres points très, très importants avant qu'on passe à la prochaine partie. C'est une des stratégies qu'on peut employer avec les jeunes enfants pour les aider avec leur frustration. C'est de traiter les incidents comme les accidents. Ça, c'est une façon d'aller chercher leurs bonnes intentions. Quand on leur dit « Oups, tu t'es échappé, c'est pas ce que tu voulais faire hein? », au lieu de leur dire « Ça, c'est pas correct, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bon ». Évidemment, ça va aider l'enfant à prendre conscience de ses bonnes intentions. L'enfant va reconnaître « Hey, c'est vrai, je ne voulais pas le frapper, mon ami, ou je ne voulais pas frapper l'autre personne. C'était plus fort que moi, c'est arrivé. Est-ce que tu peux m'aider avec ça? » Donc, ça va aider l'enfant à prendre conscience qu'il y a des bonnes intentions à l'intérieur de lui, pas juste de la frustration. Il y a aussi des bonnes intentions à l'intérieur de tout le monde. Alors, on traite les incidents comme des accidents et on transmet l'assurance. Et ça, c'est la clé ici. Peu importe le comportement, c'est dérangeant des comportements agressifs, c'est dérangeant la frustration, et puis il faut s'en occuper. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire, il faut s'en occuper. Mais ce qu'il faut faire plus que tout, c'est donner l'assurance à l'enfant que la relation, elle peut survivre l'incident. La relation est plus grande que le comportement, que le problème, que la difficulté qui est rencontrée. On peut aussi également faire un pont. Ça, c'est une pratique qui est très importante lorsqu'on veut travailler l'attachement avec les jeunes enfants. Et j'ai donné des exemples de ponts un peu plus tôt. C'est lorsque l'enfant fait face à la séparation. Au lieu de le laisser devant cette séparation-là, on veut faire le pont avec le prochain point de connexion. Alors, au lieu de dire « bonne nuit, on ferme la lumière, c'est dodo, c'est terminé », on peut dire à l'enfant « je te vois demain matin, je vais te faire ton déjeuner préféré, on va manger ensemble ». Alors là, l'enfant se couche avec quoi en tête? Ce qui s'en vient au lieu de ce qui n'existe plus hein, dans quelques minutes. Pour certains enfants, le lendemain matin, c'est beaucoup trop loin. Alors, on peut dire « je reviens te donner un bisou dans 15 minutes. Je vais venir te donner un bisou quand tu vas faire dodo. Tu ne le sauras même pas. » Puis on peut rendre ça amusant.
Je vais rêver à toi cette nuit. Il y a plein de façons dont on peut aider les enfants à rester, à faire face à la connexion malgré la séparation. On peut le faire aussi quand les enfants vont à l'école. On peut faire des ponts. Je te vois à tel moment. On peut leur donner des points de repère pour les situer. Je te vois dans l'après-midi. S'ils comprennent c'est quoi l'après-midi, c'est entre le repas du dîner, le déjeuner et le dîner, ou le dîner et le souper, dépendamment des versions. Ça l'aide à les situer et ils savent que ça s'en vient, là. La relation n'est pas partie, là. C'est pas terminé, là. Il y a un moment de connexion qui s'en vient. On peut faire des ponts aussi lorsqu'il y a un problème de comportement. Tu as frappé ton petit frère, on doit s'occuper de ça, mais j'ai quand même hâte de jouer avec toi tantôt. Et très souvent, on a la notion que si on fait ça, on va renforcer le mauvais comportement. Au contraire, si vous faites une erreur dans votre travail et qu'on reconnaît que c'est une erreur et qu'on veut vous aider avec ça, je pense que ça va être plus facile que si on vous dit que c'est pas correct puis que vous allez être pénalisé pour ça. Du moins, c'est une façon beaucoup plus relationnelle d'aborder un problème qui est relationnel. L'agressivité, c'est un problème relationnel, c'est un problème d'immaturité pour les jeunes enfants. Alors, on veut définitivement compenser aussi pour leur immaturité. Donc, la solution ici, c'est plus d'attachement et non moins. Avec les jeunes enfants, on veut leur en donner plus que qu'est-ce qu'ils recherchent. Plus d'attention, plus d'affection, plus de regards doux, plus de voix chaleureuses. Parce que si on en donne plus, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de nourrir le cerveau qui est préoccupé par des besoins d'attachement. Et plus on nourrit le cerveau, moins le cerveau a besoin d'avoir recours à des comportements dérangeants pour nous faire savoir qu'il y a un besoin d'attachement en dessous de tout ça. Alors, on sort vraiment des approches comportementales ici. De toute façon, nos enfants, ce ne sont pas des rats ou des pigeons. Et on s'en va dans une approche développementale et une approche relationnelle. Plus l'enfant a des moyens de s'attacher, moins il va avoir besoin de cette proximité-là aussi. Il va être capable de retenir les adultes responsables. Les enfants n'ont pas besoin d'apprendre à gérer la séparation. Ils ont besoin de développer leur capacité à conserver la relation. Plus on conserve la relation, quand c'est pas possible de la conserver physiquement, si on a la possibilité de la conserver dans notre cœur, soi-disant, émotionnellement, puis on est capable de s'en passer physiquement pour un certain temps. Compenser pour son incapacité à nous retenir. Donc, les séparations qu'on peut éviter, on les évite dans la mesure du possible. Faire le pont, on en a parlé. Et offrir les conditions qui conduisent à s'attacher. Et on va aussi vouloir faire ce qu'on appelle apprivoiser les instincts d'attachement. Alors, quand on veut inviter un enfant à s'attacher à nous, que ce soit en tant que parent, en tant qu'enseignant, il faut faire ce qu'on appelle, en anglais, on dit le greeting ritual. Quand vous arrivez au travail, qu'est-ce que vous faites? La première chose quand vous arrivez, ou que vous allez à la banque ou à l'épicerie, qu'est-ce que vous faites? Vous accueillez, bonjour, comment ça va? On parle de la pluie, du beau temps, de la game d'hockey, peu importe. Et quand on fait ça, bien, il y a des sourires qui s'échangent, des hochements de tête, des contacts visuels. Ce qu'on ne sait pas, c'est que quand une personne nous sourit, hoche de la tête et nous regarde, ça donne un signal à notre cerveau que c'est sécuritaire de procéder avec cette personne-là. Je suis en sécurité d'être en relation avec toi présentement. Donc, avec les jeunes enfants, il faut aller chercher très souvent leur regard, leur hochement de tête, leur sourire. On peut faire ça en leur parlant des choses qui les intéressent, les choses qu'ils sont en train de faire. Et ça facilite beaucoup, beaucoup notre capacité à entrer en relation avec eux. Alors ça nous amène à la deuxième partie de la présentation ce soir. Mais je pense qu'on va peut-être vous donner la chance de poser des questions avant. Oui.
Bonsoir, chers parents. Merci beaucoup à Madame Brabant pour la belle présentation. Donc, pour l'atelier de ce soir, comprendre les enfants en bas âge, Madame Brabant nous a parlé dans la première partie des 3 éléments clés pour aider les enfants à grandir et à s'épanouir. Dans le point A, elle nous parle de comment comprendre la nature des enfants en bas âge, leur nature, entre parenthèses, leur immaturité. Maintenant, avant de passer au point B, on aimerait demander aux parents qui sont présents ici de pouvoir vous donner la chance de pouvoir poser des questions, mais aussi aux parents qui sont en ligne de nous envoyer des questions qu'on va poser à Madame Brabant. Merci beaucoup. Alors, des questions de votre côté? Oui? Vous avez parlé de séparation. Oui. Et je suis enseignant. Oui. Je ne sais pas comment le parent... On m'entend? On est correct? OK. Bon. Vous avez parlé de séparation. Je suis enseignant. Je ne sais pas comment les parents ont laissé l'enfant. Comment est-ce que je peux accueillir l'enfant qui a un défi? Comment je peux l'aider, moi, en tant qu'enseignant, en tant que le receveur de l'enfant? Oui, c'est ça. C'est une très bonne question, puis on va parler de cette stratégie-là dans la prochaine partie, en fait. Mais juste pour vous donner une idée, c'est que votre rôle, c'est d'aider cet enfant-là à retenir le parent. En lui parlant de ses parents pendant la journée, en ayant peut-être un coin dans la salle de classe où il y a un arbre de famille avec des photos de famille, en lui posant des questions. On peut faire peut-être la méthode par enquête et dire qu'est-ce que tu penses que tu manges ce soir pour souper à la maison? Je veux dire, on peut intégrer ça dans nos routines et dans notre pédagogie habituelle. Mais l'idée, c'est juste d'aider l'enfant à retenir pour que cette séparation-là ne devienne pas insupportable et qu'ensuite ça cause un problème pour l'enfant au niveau de sa capacité d'apprendre. Parce que c'est pas que le potentiel n'est pas là, mais là, il y a une émotion qui interfère avec ça. Et vous, ça peut peut-être rendre votre travail d'enseignant plus facile si vous aidez l'enfant ou les enfants à retenir leurs parents, surtout les enfants en bas âge. Là, on parle de probablement maternelle, jardin, première année. Donc, si on trouve des façons créatives comme ça d'aider les jeunes enfants à retenir les personnes auxquelles ils sont attachés, bien déjà là, on a une bonne partie de la solution. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez dit que pour gérer les sentiments de frustration d'un enfant, on devrait le permettre on peut traduire le sentiment de frustration en sentiment de futilité. Et cela peut passer par des crises. Alors moi, j'aimerais savoir, je suis enseignante, en tant qu'enseignante, comment est-ce que je peux permettre à un enfant de faire une crise sans pour autant avoir des problèmes? C'est ça. C'est une très, très bonne question. Alors, évidemment, il y a différents types de crises. Et il y a des enfants qui vont passer très rapidement à la crise parce que c'est des enfants qui, très souvent, ont une frustration qui est trop pleine. Alors, un surplus de frustration. Alors, s'ils arrivent dans le contexte scolaire, déjà avec un surplus de frustration, pour peu importe les raisons, puis nous, on n'est pas là pour juger, hein. C'est pas ça notre rôle. Alors, on est là pour accueillir l'enfant. Mais là, on place l'enfant dans une situation où on ajoute peut-être un peu de frustration qui n'est pas notre intention, mais disons qu'on lui demande de faire quelque chose ou peu importe. Ou ça ne se passe pas bien sur le plan social et l'enfant fait une crise. Alors, évidemment, c'est difficile à gérer en salle de classe, mais l'idée, c'est pas d'essayer de gérer la crise. Évidemment, pendant une crise, il y a des choses qu'on doit faire pour assurer la sécurité de cet enfant-là et celle des autres. Ça, on n'a pas le choix. Mais le travail ne se fera pas pendant la crise. Il va se faire à l'extérieur de la crise. Il va se faire à l'intérieur de la relation que vous allez développer avec cet enfant-là pour l'amener à exprimer sa frustration différemment quand elle n'est pas trop pleine. Hein, quand elle est plus petite, pour l'amener à mettre des mots sur ce qui le frustre, puis pour l'amener aussi à le ressentir d'une façon qui n'est pas trop vulnérable. On a un trésor en éducation qui s'appelle la pédagogie,
où on utilise des histoires, on utilise des marionnettes, on utilise de l'art. On le fait déjà intuitivement, mais lorsqu'on prend conscience qu'on a cette capacité-là d'aider un enfant à ressentir des choses sans que ça soit trop envahissant ou vulnérable, et qu'on amène ça dans notre pleine conscience, et qu'on y pense intentionnellement, qu'on a une intention lorsqu'on fait nos activités, nos centres, lorsqu'on enseigne les matières, d'aller aider les enfants à reconnaître les émotions, à les identifier, à les nommer, à les exprimer, à les ressentir, bien c'est là où le travail se fait. Et ça va faire en sorte qu'éventuellement, les crises vont diminuer, parce que l'enfant va être en mesure d'exprimer, va être en mesure de nommer et de ressentir. Donc, il va avoir un moins grand surplus de frustration qui va être déplacé ou qui va être inapproprié. Est-ce que ça répond à la question? Mais je vous dirais que c'est pas évident parce que je donne beaucoup de formations dans le contexte justement de l'éducation pour des enseignants, et le commentaire que j'ai tout le temps, c'est on devrait nous donner ce cours-là à la faculté, là, dans notre formation en enseignement, parce que ça fait peut-être pas partie de nos réflexes, parce que c'est pas nécessairement on n'est peut-être pas nécessairement dans ce métier-là pour faire ça spécifiquement, mais par défaut, lorsqu'on enseigne à des jeunes enfants qui ont un cerveau immature, il faut l'ajouter dans nos pratiques, oui. Merci beaucoup à tous les parents qui ont posé les questions. Maintenant, on va passer aux questions qui ont été posées par les parents qui vous suivent en ligne. La première question est une question d'un parent de l'école Saint-Michel. La personne a écrit ceci. Pour les jeunes enfants, c'est souvent qu'ils développent des peurs qui ne sont pas rationnelles. Ma fille a peur des clowns après avoir vu une annonce à la télévision. Mon fils a peur d'avoir un accident dans la voiture après avoir entendu parler de l'accident en Alberta. Que peut-on faire pour les rassurer et quelles mesures peut-on utiliser pour qu'ils ont moins peur? C'est une très, très bonne question. Puis en fait, je pense que la pratique qu'on a très souvent en tant que parents, c'est de vouloir rassurer ou peut-être minimiser pour dire « t'en fais pas, c'est pas grave, il n'y a pas de chance que ça t'arrive ». Je pense que c'est un petit peu notre instinct de vouloir procéder de cette façon-là. Et il y a une raison pour ça. C'est parce que nos propres émotions sont interpellées quand on voit notre enfant avoir peur. Notre alarme est interpellée. Alors, on cherche à peut-être réduire l'impact. L'idée ici, c'est pas de réduire. L'idée ici, c'est d'aider l'enfant à l'exprimer, exprimer sa peur, mais aussi introduire l'alarme dans la vie de l'enfant d'une façon qui n'est pas épeurante ou alarmante, par le jeu, par exemple. Alors, faire des jeux de cache-cache, faire des jeux de le monstre chatouilleur, faire des jeux où l'enfant va ressentir un peu d'alarme à l'intérieur du jeu, mais de façon sécuritaire pour enseigner au cerveau que c'est pas la fin du monde. Un peu d'alarme, c'est pas grave, on peut la tolérer, on peut vivre avec ça. Et très souvent, cette approche-là va avoir tendance à beaucoup apprivoiser les peurs des jeunes enfants au lieu d'essayer de les éliminer. Parce que la réalité, c'est qu'on ne pourra jamais éliminer les peurs. Ça fait partie de notre nature humaine, puis ça fait partie de nos expériences aussi. Merci beaucoup. Ma deuxième question, elle vient de Mme Christelle, à partir de YouTube. Elle demande comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, réduire cette frustration de séparation, de détachement avec son parent lorsqu'un enfant commence ses premiers jours à la garderie? Oui, ça, c'est une très, très bonne question. Alors, la meilleure façon qu'on peut réduire la séparation, c'est d'aider l'enfant à nous retenir pendant cette séparation-là. On peut le faire avec peut-être, ça peut être un objet transitionnel, ça peut être quelque chose qui appartient à maman ou à papa, quelque chose qui a notre odeur, ça peut être quelque chose auquel l'enfant est attaché à la maison.
Ça peut être aussi de partager avec le personnel adulte, le personnel, les éducateurs, éducatrices, des préférences de l'enfant. Pour que ces préférences-là peut-être fassent partie de son quotidien à la garderie également. Mais au-delà de ça, il y a une autre stratégie qui est très, très, très importante. Puis ça va être de jouer le rôle, que les parents jouent le rôle d'entremetteur avec les adultes responsables de l'enfant. Alors, en quelque sorte, il faut passer le bâton d'attachement. On ne peut pas juste prendre notre enfant puis le donner à une adulte qui s'appelle Madame l'éducatrice. Et parce que Madame l'éducatrice a un diplôme en éducation des services à l'enfance et qu'elle adore les enfants, de penser que notre enfant va juste s'en remettre à elle sans problème. Il faut faire ce qu'on appelle le matchmaking. Donc, il faut aider l'enfant à apprivoiser Madame l'éducatrice, mais il faut le faire en passant par nous, parce que l'enfant est attaché à moi. Alors, si c'est mon enfant, il est attaché à moi. Je vais vouloir parler avec l'éducatrice devant mon enfant, échanger des sourires, des hochements de tête, faire ressortir les choses qu'elle a en commun avec mon enfant. Et ça, ce ne sont pas des solutions d'une journée. Ça, ce sont des solutions développementales, c'est-à-dire qu'il faut le faire et le refaire encore. Alors, c'est un processus, mais l'idée ici, c'est d'inclure l'éducatrice dans le village d'attachement de l'enfant. Le parent doit faire cette introduction-là parce que c'est le parent qui détient le cœur de l'enfant. Alors, il faut procéder de cette façon-là. Merci beaucoup. Et une autre question, c'est quel est l'impact de la séparation dans des parents sur un jeune enfant et comment l'aider à naviguer la garde partagée, par exemple? OK. Alors, ça, c'est une autre très, très bonne question qui pourrait prendre assez longtemps à répondre. Mais ce que je vous dirais, c'est un petit peu encore, c'est l'idée du rôle d'entremetteur. Alors, lorsque l'enfant est avec un parent, ce parent-là doit jouer le rôle d'entremetteur auprès de l'autre parent, doit parler de l'autre parent en bien, rappeler à l'enfant que c'est toujours son papa ou sa maman, que l'autre parent pense à lui, qu'ils ont des choses en commun et vice-versa. Donc, quand l'enfant va chez l'autre parent, ce parent-là doit aussi faire le matchmaking avec le parent qui est absent. Et quand on fait ça, on évite ce qu'on appelle la polarisation de l'attachement, c'est-à-dire que l'enfant soit principalement en poursuite d'un parent, puis en résistance de l'autre. Alors, il faut continuer à faire ce rôle-là, malgré peut-être nos différends qui sont là. Oui. Merci. Une autre question, comment faire pour aider à la séparation quand l'enfant se réveille systématiquement tous les jours à 3 heures du matin? On attend que l'enfant soit plus vieux. Ça c'est une question tellement courante. Ça dépend de chaque enfant. Il y a des enfants qui vont continuer à se réveiller fréquemment pendant la nuit parce que lorsqu'ils sont dans un cycle de sommeil léger, qu'ils se rendent compte qu'ils sont toutes seuls, qu'il fait noir, que papa et maman sont plus là, ils vont être hautement alarmés. Puis la seule façon de procéder, c'est d'aller réduire cette alarme-là pour que le cerveau puisse se rendormir. Alors, il faut aller rassurer l'enfant, trouver des façons de l'aider à se rendormir. Il faut être patient parce que ça peut prendre du temps avant que le cerveau comprenne que c'est pas nécessairement alarmant d'être tout seul dans son lit toute la nuit. Merci bien. Une autre question nous vient à partir de Facebook. Un des parents demande comment aider un enfant timide à socialiser avec les autres. Bien, en fait, la timidité, c'est un instinct d'attachement. Et la timidité sert à préserver et protéger des attachements existants. Alors, l'idée, c'est qu'il ne faut pas forcer un enfant timide à socialiser avec les autres. Mais moi, ce que je suggérerais, c'est de l'aider d'abord à développer un lien d'attachement avec les adultes responsables de ce groupe d'enfants-là. Et c'est à travers cet adulte-là, éventuellement, que l'enfant va en venir qu'à se dégêner avec son groupe d'amis. Mais il faut que ça passe par un attachement adulte. Parce que la timidité, c'est un instinct d'attachement qu'on ne peut pas régler sans d'abord aborder les besoins d'attachement de l'enfant. Alors, on passe par les adultes au lieu de passer par les pères. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. Merci.
Il y a une autre question dans la salle et puis on pourra continuer, s'il vous plaît. Je voudrais seulement surenchérir à la question qu'elle a posée. Pour les enfants timides, comment est-ce qu'on peut gagner la confiance d'un enfant timide? Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner avec la deuxième partie ici parce qu'on en a pour à peu près 5 à 10 minutes avant de terminer et je pense que ça va répondre à votre question. Parce que la solution, en fait, c'est d'amener l'enfant à continuer à s'attacher en profondeur aux adultes responsables. Et à partir de là, la timidité, c'est quelque chose qui va se résorber. Mais pour certains enfants, il va toujours y avoir une certaine timidité qui peut être parfois héréditaire. Ou même culturelle. C'est pas dans toutes les cultures qu'on encourage les enfants à s'ouvrir à tout le monde. Hein, parfois, on veut garder ça intime puis réservé aux personnes les plus significatives. Mais je pense que la prochaine partie va peut-être répondre à votre question. OK? On a combien de temps? OK, parfait. Alors, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est tout ce dont on a déjà parlé à date. Alors, on a parlé de l'émergence, devenir sa propre personne, et on a compris que le jeune enfant est en plein développement de l'émergence. Alors, il y a absence de considération pour cette raison-là. On a parlé d'intégration. On a parlé du fait que le jeune enfant, il y a absence de tempérance parce que le cortex préfrontal n'est pas encore développé. Alors, on n'a pas nécessairement de sentiments mitigés. On a parlé d'adaptation et comment c'est difficile pour le jeune enfant de trouver ses larmes quand il est frustré ou quand il fait face à une impasse. Et l'importance du sentiment de sécurité chez l'enfant pour être en mesure de tolérer sa vulnérabilité, de trouver ses larmes. Et en fait, le fruit de l'adaptation, c'est ce qu'on appelle la résilience. Lorsqu'on est capable de s'adapter, on est capable de faire face à des situations adverses ou difficiles ou éprouvantes. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la maturation. Alors, on a parlé que le jeune enfant est relativement immature. Et il y a une raison pour ça, c'est parce que le jeune enfant est en plein développement de son système d'attachement et c'est l'attachement qui permet au cerveau de se développer. Alors, regardons pour les 5 prochaines minutes, c'est quoi l'attachement? L'attachement, ça fait partie du développement du cerveau de l'enfant. Comme je vous ai mentionné, c'est un développement qui se passe pendant les 6 premières années de la vie environ. À la première année de la vie et avant même la naissance, dès le 2e trimestre de grossesse, le fœtus commence déjà à s'attacher par les sens parce qu'il reconnaît la voix de sa mère, alors par l'ouïe. Mais à partir du moment où l'enfant est né, et en passant à la naissance, c'est la plus grosse adaptation humaine à laquelle on est confronté. Alors, c'est la raison pour laquelle les bébés pleurent à la naissance, et ça, c'est une bonne chose. Mais dès la première année de la vie, tous les comportements de bébé, essayez de retourner dans vos souvenirs de quand vous aviez, il veut pas, non? Il dit non, je retourne pas là. Quand vous aviez votre poupon, là, votre bébé là, à la maison, tous leurs comportements sont orientés par les besoins d'attachement. Le bébé cherche à être avec l'adulte à qui il doit s'attacher, par l'ouïe, le regard. La première chose que l'enfant réussit à voir, généralement, c'est le visage de la figure d'attachement, après quelques semaines après la naissance. L'ouïe. Le toucher, le goût, l'allaitement, nourrir, et ainsi de suite. Alors, tous les comportements du bébé sont orientés vers ce besoin-là d'être avec. Vers la 2e année de la vie, maintenant que l'enfant, le bébé, peut être avec ses figures d'attachement, une autre possibilité s'ouvre à lui. Maintenant, le bébé, ou le bambin plutôt, veut être comme ses parents ou ses figures d'attachement. Et c'est à cet âge-là qu'on imite, qu'on fait comme, qu'on veut être comme, qu'on veut s'habiller comme, parler comme, manger comme. Et si on a un bambin qui est très difficile au niveau de l'alimentation, là, un picky eater, hein, je ne sais pas si vous avez connu ça, la similitude peut être à notre service.
Alors, au lieu de le laisser assis dans sa chaise haute à manger par lui-même, on le prend, on l'assoit sur nous et on le laisse manger dans notre assiette. Parce que l'attachement à cet âge-là va faire en sorte que je veux manger comme maman, puis je veux manger ce que maman mange. Alors, on fait juste en mettre un petit peu plus dans l'assiette, puis on le laisse picocher. Et puis voilà, mon garçon de 4 ans mange du brocoli comme un champion. Mais à 2 ans, je ne pouvais pas lui faire rien manger. J'ai employé cette stratégie-là, puis maintenant, il mange du brocoli. Puis à la garderie, il mange toutes sortes de plats exotiques que moi-même, je ne penserais pas faire à la maison. Donc, c'est super intéressant. Vers l'âge de 3 ans, maintenant, le cerveau a une autre option. C'est l'appartenance et la loyauté. Et à cette étape-là, le cerveau cherche à appartenir à la personne et les choses à qui on s'attache. Et lorsqu'on appartient, on devient loyal. Alors, c'est là où se développe le désir d'être bon pour la personne à qui on est attaché. Et ça, c'est précieux. Ça vient nous faciliter la tâche au niveau de notre capacité à gérer un enfant de cet âge-là. Mais le problème avec ça, c'est que quand on appartient, on possède. C'est à moi, ma maman, mon jouet. À moi, à moi, à moi. OK? Alors, ça rend la tâche difficile au niveau du partage, au niveau de c'est un petit frère ou une petite sœur qui apparaît dans le portrait à cette étape-là, là, où que ça vient chavirer. Et ça, c'est toute une adaptation pour les jeunes enfants. La naissance de la fratrie, là, ça vient beaucoup les bousculer au niveau de leur attachement. À l'âge de 4 ans, quand on commence l'école, c'est le sentiment d'importance. Vouloir être important, vouloir être spécial. Alors, imaginez-vous, si on commence l'école, puis on n'a pas de lien avec l'enseignante ou l'enseignant qui nous accueille, puis on a besoin d'être important pour eux. Alors, ça peut créer des difficultés d'adaptation, des difficultés à faire la transition à l'école. Alors, notre rôle à ce moment-là, si on est enseignant, enseignante ou éducateur, éducatrice, c'est de travailler à inviter l'enfant à s'attacher à nous par sentiment d'importance, les faire sentir spéciales, leur donner le sentiment qu'ils font partie de la classe, qui sont importants pour nous. On leur donne des petits noms pour leur donner pour personnaliser un petit peu la relation. Vers l'âge de 5 ans, on s'attache par sentiment d'amour. C'est là où le cerveau comprend que j'ai pas besoin d'être avec maman tout le temps, j'ai pas besoin d'être comme maman tout le temps ou d'appartenir à maman pour que ce soit ma maman. Et c'est là où les enfants peuvent commencer à fonctionner à l'extérieur de leur relation d'attachement. Et vers l'âge de 6 ans et plus, parce que très souvent, cette forme-là d'attachement se développe beaucoup plus tard dans la vie, c'est ce qu'on appelle l'intimité psychologique ou être connu. C'est là où on a le goût de partager nos secrets avec l'être cher. Alors, on le voit très souvent chez les enfants quand ils commencent à partager leurs secrets avec les autres enfants ou avec des adultes. Je vais attirer votre attention aux couleurs dans la diapo ici. Parce que ce que vous voyez en blanc, c'est ce qu'on appelle l'attachement émotionnel. Okay? Mais l'attachement émotionnel n'est pas inévitable. Si le contexte n'est pas là, si l'enfant ne se sent pas en sécurité, si le cerveau pense que ce n'est pas sécuritaire de procéder, voici ce qui va arriver. Et on peut avoir un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui est encore attaché en mode beaucoup plus superficiel ou physique et qui vont continuer à avoir de la difficulté avec la séparation. Alors, lorsqu'on parle d'un enfant timide, généralement, c'est un enfant qui est encore dans les modes plus superficiels de l'attachement. Mais si on travaille à approfondir la relation d'attachement avec un adulte significatif, si on travaille à inviter l'enfant à s'attacher à un adulte par sentiment d'importance, par sentiment d'amour, la timidité devrait se résorber. Maintenant, comme je disais tantôt, il y a des enfants qui vont toujours avoir un côté timide. Ça fait partie de notre hérédité parfois. Donc, l'idée ici, c'est que lorsqu'on comprend que le cerveau est préoccupé
et priorise les besoins d'attachement pour les 6 premières années de la vie et que nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, notre responsabilité, c'est de transmettre une partie de cette responsabilité-là à d'autres adultes responsables, il faut créer un village d'attachement. Je vous ai déjà parlé de comment on fait ça. C'est l'art d'être entremetteur. Alors, je ne vais pas nécessairement répéter tout ce que vous voyez dans votre document ici, mais l'idée, c'est de se servir des attachements existants pour introduire de nouvelles personnes dans la vie de l'enfant. Et ça ressemble un petit peu à ceci. Alors là, ici, on a l'enfant qui est attaché à son parent ou sa figure d'attachement. Et on a un enseignant qui arrive et qui dit « Viens me voir, je m'appelle Monsieur Georges, je m'appelle Madame Geneviève et j'ai tellement hâte de jouer avec toi, de t'enseigner des choses. » Et c'est probablement très vrai. Mais la réalité, c'est que l'enfant n'est pas encore attaché à l'enseignant, il est attaché aux parents. Alors, il faut se positionner en tant que nouvel adulte responsable de l'enfant du côté du parent. Il faut développer une relation avec les parents et les parents doivent développer une relation avec nous devant l'enfant pour que le cerveau comprenne que, hey, si maman aime M. Georges ou Mme Geneviève, moi aussi, je peux l'aimer, cette personne-là. Moi aussi, je peux lui faire confiance. Vous avez en toute fin de vos diapos, les 5 étapes pour soutenir le développement émotionnel des jeunes enfants. On en a déjà parlé. On a parlé de comment on veut aider les enfants à exprimer leurs émotions, à les nommer, à les ressentir, pour qu'éventuellement le cerveau puisse les mélanger et qu'éventuellement l'enfant puisse également réfléchir aux émotions des autres. Et c'est ça la vraie socialisation, c'est ça l'empathie, c'est ça la considération et l'autorégulation. C'est lorsque l'enfant réussit à avoir une relation avec les autres et leurs émotions. Il y a un prérequis toutefois. Pour que l'enfant puisse avoir une relation avec les autres et les émotions d'autrui, il doit d'abord avoir une relation envers ses propres sentiments. Il doit les connaître, ses sentiments. Il doit les habiter. Il doit être capable de s'en séparer. Je ne suis pas la colère. Parfois, je me sens frustrée ou une partie de moi se sent frustrée, mais l'enfant doit être capable de se séparer. Mais pour que l'enfant puisse développer une relation envers ses propres sentiments, il faut que la relation de l'adulte qui guide l'enfant, il faut que cet adulte-là soit capable d'inviter tous les sentiments de l'enfant. Alors, ça commence par nous. Si moi, je peux inviter chez mon enfant tous ses sentiments, les beaux et les moins beaux, les fun et les moins fun, les turbulents et les plaisants. Si moi, je peux inviter ça et aider mon enfant, le soutenir là-dedans, à exprimer ça de façon acceptable, à mettre des mots sur ce qu'il vit, à le ressentir sans être trop alarmé ou vulnérable. Si moi, je réussis à faire ça, éventuellement, mon enfant, quand le cerveau va être prêt, va être capable de développer sa propre relation avec ses sentiments. Et plus tard, quand le cerveau va être assez mature, il va être capable d'entrer en relation avec les émotions des autres. Donc, notre travail, c'est vraiment d'inviter les émotions, de les accompagner, d'être patient. Ça prend du temps, 6, 7, 8 ans. On pourrait donner d'exemples d'adultes qui n'ont pas réussi, justement, à se développer à ce niveau-là. Je ne donnerai pas d'exemple puisqu'on est enregistré, mais vous pouvez utiliser votre créativité pour penser même à des vedettes ou des présidents de certains pays. Mais bref, l'idée, c'est qu'à la petite enfance, dans le 0-6 ans, on a un rôle très, très, très important d'assurer, de créer les conditions optimales pour que l'enfant puisse s'attacher pleinement, pour qu'il puisse trouver ses larmes souvent, pour qu'il puisse mélanger ses sentiments opposés quand viendra le temps, et pour l'accompagner au niveau du développement de ses émotions. Alors, je vous souhaite une très, très belle fin de soirée. Vous avez ou devriez avoir avec vos notes 3 tableaux. Alors, tout ce dont on a parlé ce soir,
l'attachement, les 6 étapes de l'attachement, les émotions, les 5 étapes du développement émotionnel et les 3 pratiques d'apprivoiser, faire le pont et jouer le rôle d'entremetteur. Vous avez maintenant des tableaux synthèse pour vous aider à travailler dans une optique d'attachement et dans une optique d'accompagnement des émotions, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant que professionnel, que grand-parent, peu importe. Ce qui compte dans la vie d'un enfant, c'est pas tellement ce qu'on fait, mais c'est qui on est. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. Avant de clôturer cette présentation, on aimerait donner une opportunité de poser au moins un minimum 2 questions au grand maximum. Dans la salle, est-ce qu'il y a une question? OK. On a une question en ligne. Un parent qui pose la question de savoir, pensez-vous que les sentiments mitigés peuvent être exprimés différemment d'une culture à une autre? Je pense que l'expression peut être différente d'une culture à l'autre, mais le processus est universel. Alors, c'est à travers toutes les cultures. Alors, on a tous le potentiel de sentiments mitigés, de cortex préfrontal fonctionnel, mais évidemment, selon la culture, selon les valeurs, selon les croyances, il peut y avoir des différences au niveau de l'expression. Absolument. Mais le potentiel humain est là de façon universelle. Merci beaucoup.